La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous sur le podcast de La vérité si je vends. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut. Bonjour à toi Thibaut. Salut Hugo, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être dispo. Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien, en pleine forme, sous le soleil du sud de la France. Ouais, t'as la chance d'être dans le sud et ça s'entend, c'est super. Le format, vous le connaissez, c'est toujours le même. Donc Thibaut va se présenter ainsi que son entreprise en 1 minute. Il va ensuite nous parler de sa vie perso et comment il arrive à déconnecter ou en tout cas comment il est devenu donc ce dirigeant d'aujourd'hui. Et le dernier point sur un peu plus son projet et donc une initiative qu'il a mis en place qui lui a vraiment permis de scale son entreprise. Alors du coup Thibaut, dis-nous tout, donc le pitch en 1 minute. Yes, bah déjà je suis Thibaut Briolan, donc j'ai 30 ans, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Human Linker, globalement, c'est une technologie guidée par l'IA qui aide les équipes commerciales à avoir une approche hyper personnalisée, à la fois dans la prospection, mais aussi dans la préparation de la totalité des meetings tout au long du cycle de vente. Et l'objectif, c'est forcément d'avoir un impact extrêmement fort sur le taux de retour en prospection, qui est forcément très faible, on le sait tous, mais aussi l'optimisation petit à petit des différentes étapes du cycle de vente pour closer plus de deals. Ouais, et c'est super intéressant parce que ça nous parle beaucoup côté OneFlow aussi. On est de plus en plus dans une approche de personnalisation. On se rend compte que tu peux pas juste shooter le même email à 500 personnes ou le même LinkedIn. Donc c'est un vrai projet qui parle, je pense, de plus en plus à des entreprises. Donc c'est super. Ouais. Merci à toi. Alors si tu devais un peu donc citer une passion ou quelque chose que tu as fait dans la vie qui aide à l'audience à te comprendre qui tu es, ça serait quoi justement? Ouais, alors, une de mes grosses passions, c'est le voyage. Mhm. Je pense que j'ai cette passion-là aussi depuis petit. J'ai eu la chance de pouvoir voyager en famille avec mes parents depuis petit. En fait, moi, pour refaire rapidement mon parcours, j'ai fait la totalité de mes études en alternance. Ça veut dire que globalement, depuis, euh, depuis mes 17 ans, j'ai toujours eu que 5 semaines de vacances par an. Et donc, en fait, j'ai attaqué juste après le bac. Je me suis lancé dans un BTS en alternance, négociation en relation client. Je faisais de la vente de menuiserie en porte-à-porte. Ah oui, ok. Effectivement, c'était une autre époque. Et en fait, j'ai enchaîné toutes ces années de juillet 2011 à fin 2018. Donc, quasiment 7 années, donc en comptant les 5 années d'école de commerce, où j'ai fait un cursus 100% d'alternance. Donc, je suis passé dans Mhm. différentes boîtes, vente de menuiserie en porte-à-porte, premier sales d'une boîte de SaaS B2B, une startup AdTech aussi pendant quelques années, dans lesquelles j'étais un des premiers sales. Une très belle aventure FitzHub. J'ai eu la chance de passer par Mercedes-Benz France aussi, avec un poste marketing sur la marque Smart. Et en fait, pendant ces années, ben, forcément, j'ai énormément travaillé. Euh, et j'ai eu malgré tout la chance de pouvoir continuer à voyager aussi, mais Ouais. uniquement sur des vacances. Donc l'été, à Noël, quand j'avais un peu de temps, j'essayais de partir 3-4 jours, etc. Et en fait, en 2018, j'ai fait un choix un peu spécifique, qu'on a pu, entre guillemets, me reprocher, ou on a pu me prendre pour un fou. Parce que, Et j'ai décidé, en fait, de quitter Paris, donc ville dans laquelle je vivais depuis 4 ans à peu près, parce que j'avais envie de faire le point, de me poser un peu et de réfléchir à la suite. Et je m'étais toujours dit, comme j'avais en fait travaillé pas mal dans des startups où j'avais côtoyé des entrepreneurs, je m'étais dit qu'il fallait énormément d'énergie en fait pour créer une boîte. mhm. Il fallait avoir été bien reposé avant de lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit que c'était le bon moment en fait pour faire un break après toutes ces années de travail, pour savoir ce que je voulais vraiment en fait au fond de moi et ce que je voulais vraiment faire. Et donc ben, j'ai quitté mon job, Ok. quitté mon job à Paris chez FitzUp en octobre 2018. Forcément, c'était pas évident parce qu'on est dans une époque avec forte traction commerciale. Je faisais partie de la team sales qui réussissait plutôt bien. Et en fait, j'ai fait un break, je suis redescendu dans le sud, j'ai rénové de A à Z un appartement
et je suis parti ensuite plusieurs mois en voyage. Donc j'ai fait un peu le tour du monde, Ok, de génial. l'Afrique à un road trip du sud au nord de la Californie, ensuite le Cambodge du nord au sud, le Vietnam du sud au nord, Ah oui, t'as l'Australie. presque fait l'Australie aussi, tous les continents. Exactement. Et donc, c'était hyper intense. Je suis parti aussi seul. Donc, c'était l'expérience aussi de partir seul et d'arriver forcément à savoir aussi qui on est, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin aussi au fond de soi, etc. Donc, ça, c'était hyper intéressant. C'était un peu une forme d'introspection qui est cool et qui m'aide aussi aujourd'hui à être beaucoup plus en phase avec moi-même, avec ce que je veux, être bien dans mes baskets. Donc ça, je pense que c'est important, surtout pour tous les entrepreneurs et tous les gens qui se lancent dans des projets ambitieux. C'est important d'être bien aligné. Ouais. Euh, et donc voilà, donc j'ai pu faire en fait cette phase, je dirais, de prise de recul, de voyage, où j'ai été au contact aussi des gens. Je me suis confronté aussi à certaines réalités, euh, de la pauvreté aussi dans certains pays d'Afrique que j'ai pu visiter, etc. Ça fait réfléchir, ça fait prendre du recul aussi, en se disant que ben, on se plaint tout le temps, surtout quand on est en France, on se Mhm. plaint de se dire ah oui mais on n'a C'est la pas ceci, on n'a pas spécialité, ouais. cela, alors Ouais. qu'en fait il y a des gens qui sont extrêmement heureux avec très peu de choses en fait. Et je pense que ça m'a fait réfléchir aussi parce qu'on peut vite perdre un peu la tête et se dire, OK, mais en fait, ça y est, on est dans le milieu des startups, ceci, cela. Alors qu'en fait, OK, c'est bien, hein, tu vois, il y a des belles réussites autour de nous, on peut correctement gagner notre vie, etc. Mais il y a pas que ça qui compte, en fait. Donc ça m'a permis de me réaligner un petit peu là-dessus. Et ça m'a permis surtout de pouvoir réfléchir aussi à qu'est-ce que je voulais pour la suite. Et je me Mhm. suis rendu compte au début que j'aimais en fait la vente, mais que je voulais en fait être au contact encore plus d'entrepreneurs et participer en fait au début des aventures entrepreneuriales, mais Ok. pas dans une seule boîte, dans plusieurs. Et en fait, ça m'a fait un peu ma phase, je dirais, de pré-incubation, où j'ai créé une première boîte qui aidait des fondateurs de startups B2B early stage. Donc, je bossais pour des fonds d'investissement, des accélérateurs de startups, et Ouais. je venais en fait les aider sur le lancement, sur toute la partie go-to-market. Donc, j'ai bossé pour quasiment une quinzaine de projets où je les accompagnais entre 2 et 5-6 mois avec une Mhm. petite équipe que j'avais constituée, vraiment d'experts CRM, d'experts du go-to-market. Et en fait, ça m'a permis aussi de pouvoir continuer en fait à apprendre au contact de ces entrepreneurs et ça me réussit aussi sur Human Linker aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va dire, c'est cette prise de recul, cet aspect voyage, ouverture d'esprit. Je pense que c'est ça Ouais. aussi l'intérêt, l'ouverture d'esprit, le fait d'avoir pris du recul. Et je me sens mieux aussi grâce à ça aujourd'hui. J'ai pas en fait ce truc permanent qui me dit ah oui mais là t'as pas eu 4 semaines de vacances cet été. Je me dis c'est pas grave. En fait j'ai voyagé, j'ai pu faire plein de pays et j'ai pas ce truc qui tourne en boucle en fait dans ma tête. Ouais, et puis il faut effectivement mieux le faire assez jeune que plus tard, ouais. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu recommandes à tout le monde pour savoir un peu où tu vas, pour trouver ton énergie justement de voyager seul et de faire un peu Ouais, le tour du monde du coup. ouais, c'est ça exactement. Alors c'est un peu déroutant, on va pas se mentir. Ouais, Tu arrives dans un pays, tu connais personne, parle pas la langue. même si tu parles anglais, etc. C'est toujours particulier en fait. C'est tu t'imagines un truc qui finalement est pas du tout ce qui se passe dans la réalité, sachant qu'on est plutôt dans des vies où on a l'habitude de d'être hyper processé. On a nos Google Agenda, tel jour, telle heure, tel meeting, annonce, Tout est email speed. et tout. Mhm. Et la réalité, c'est que là, tu te retrouves, tu sais pas ce que tu fais le lendemain, tu connais personne, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de truc, etc. Donc ça te permet de sortir de ta zone de confort aussi. C'est pas pour tout le monde non plus, hein. Enfin, Mhm. après, on peut partir de différentes manières aussi, pas que tout seul, pas à l'aventure dans des auberges de jeunesse, etc. Mais en tout cas, moi, je regrette pas du tout et je suis hyper content de l'avoir fait, quoi. Ouais, et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, ça te donne un recul qui est nécessaire, j'imagine, en tant que dirigeant. Ouais. Et je pense que tu as quand même beaucoup moins de choses qui te stressent par rapport à ce que tu as vécu par le passé, justement, avec ton sac, et c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Après, une fois de plus, il m'est pas arrivé des galères incroyables non plus, mais malgré tout, ça forge, ça fait réfléchir, ça amène cette ouverture d'esprit aussi, même sur la manière d'être avec les gens, tu vois, de comprendre les gens, de pas juger au premier abord, etc. Donc ça, Mhm. je pense que c'est bien, tu vois. Donc ouais, c'est un bon enseignement.
Super, bah, merci à toi. Et si tu devais donc du coup te donner un conseil de Thibaut d'il y a 10 ans ou une initiative que tu te dis, voilà, c'est cette initiative qui a vraiment fait la différence dans ma boîte, ça serait quoi? Alors, je pense qu'il y a deux choses Ouais, principales. Je pense que la première initiative, c'est d'arriver. Alors, je pense que c'est de toute manière un fait en fait sur le marché où la plupart des gens sont beaucoup plus en phase avec le fait de prendre des risques. Avant, il fallait être dans un schéma, on rentre dans un grand groupe, on trouve un job hyper hyper cadré, etc. Moi, déjà dès le début en fait de ma carrière en 2011, déjà j'ai choisi de faire des choix à l'inverse des autres. Ça veut dire la plupart des gens allaient dans des grandes boîtes, moi j'allais dans des toutes petites boîtes de moins de 10 personnes où il y avait tout à faire. premier Du coup, commercial, ce que tu disais, c'était ouais. instable, etc. J'ai toujours eu des jobs dans lesquels je faisais partie des trois quatre premiers commerciaux des boîtes, en fait, Mhm. où il y a très peu de chiffre d'affaires, il faut tout construire, etc. Donc j'ai toujours été un peu à contre-courant de ça. Quand j'étais en école de commerce, pareil, j'étais un peu le vilain petit canard qui bossait dans une startup. On me disait, ah ouais, mais toi, ta boîte, autant, elle va couler dans 3 mois. Alors que tout le monde était chez Danone, LVMH, Ouais, Eiffage, moins de et, chance. voilà. Ouais. Donc déjà, ça, c'était assez particulier. Et en fait, malgré tout, je suis resté en phase avec ça, en fait. J'ai fait ce choix et cette initiative de sortir de ma zone de confort et pas me dire, OK, choisis la facilité, en fait, d'aller dans une grande boîte et me dire que, OK, en fait, parce qu'il y a la prime d'intéressement ou la participation, en fait, c'est ce qui me convient. Moi, c'est pas ça qui me convenait, en fait. Donc, je pense que ça, c'est une des premières initiatives. C'est quoi du coup? C'est un peu le goût du challenge aussi, justement, de créer un peu tout de toute pièce toi-même, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. En fait, moi, je me suis toujours dit Ouais. que je voulais mettre le maximum d'impact dans le travail que je faisais au quotidien Ouais. pour voir aussi, en fait, le fruit de mes efforts. Et ben, pour le coup, quand tu fais du commercial, tu pars de A à Z, ben, le fruit de tes efforts, t'arrives à le mesurer, tu arrives à le palper. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait. L'effort que tu mets au quotidien, ben, tu le mets et en fait, tu le vois. Mmh. Alors que dans certaines grandes boîtes, l'objectif, c'est pas de décrier des grandes boîtes, mais tu es tributaire de tellement d'autres personnes qu'en Ouais. fait, ton effort à toi, peut-être qu'il est très peu visible. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai jamais voulu. Alors, j'ai travaillé dans un grand groupe malgré tout, ça m'a énormément appris, mais je sais aussi pourquoi j'ai voulu revenir dans les sujets d'entrepreneuriat. Plus compliqué à montrer ton impact chez LVMH, en effet, ouais. Ouais, exactement. Et donc voilà. Et après, je pense que le deuxième sujet aussi qui est important, du moins sur l'aventure entrepreneuriale, c'est toujours rester connecté extrêmement au marché, que ça soit à la fois aux utilisateurs, aux évolutions des tendances, des besoins des utilisateurs potentiels, mais Mmh. aussi de la concurrence internationale, mondiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui était vrai il y a 3 mois peut ne plus être vrai aujourd'hui, surtout dans les entreprises de Ça bouge logiciels. vite. Ouais. Ça bouge extrêmement vite. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, la tendance de marché dans les sujets sales, c'est l'hyper-personnalisation. Mmh mh. Maintenant, que ça soit qu'on vende à des toutes petites entreprises ou à des très grandes, c'est le cas. Clairement, il y a 6 mois, quand nous, on a lancé notre produit sur le marché, alors il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant, mais je dirais aux alentours de mai-juin dernier, après notre levée de fonds en seed, clairement, nous, on adressait que des entreprises qui étaient sur des grands comptes, qui avaient des cycles de vente complexes. Pourquoi? Parce que c'était eux qui étaient en phase avec cet aspect de personnalisation Un peu avant-gardiste, ouais, ouais. et parce que c'était déjà des pratiques pour eux. Et en fait, c'est en train de se généraliser à la totalité du marché. Et en fait, il a vraiment fallu que nous, dans les derniers mois, on soit vraiment énormément à l'écoute du marché. Des fois, justement, on s'est pris des claques. Donc, on a échangé avec des boîtes qui nous ont dit, ah ouais, mais non, là, se connecter encore à un nouveau software, il faudrait que votre produit soit encapsulé dans ceci, dans cela, il faudrait qu'il soit connecté de cette manière-là. Voilà ce qu'on aurait besoin, que ça soit encore plus actionnable. Donc, on a appris du marché. On a appris aussi en fait des évolutions de la concurrence internationale. Donc il y a des très belles boîtes aux US qui commencent à être dans des sujets aussi liés à l'hyper-personnalisation. Ben, forcément, c'est toujours inspirant de voir qu'est-ce qui peut marcher aussi ailleurs, etc. Ouais, complètement, Euh, ouais. donc voilà, je pense qu'une des initiatives, c'est ça, c'est de jamais en fait se reposer sur ses lauriers et de se dire ok c'est bon, j'ai lancé une idée il y a 6 mois, ça va forcément marcher. Non, c'est pas la réalité ça. T'es toujours obligé de te remettre en question tout le temps. Le business il avance très vite, les attentes des gens avancent très vite aussi, et ce qui pouvait marcher il y a 3 mois peut devenir complètement obsolète en fait 2 mois après.
Ouais, et effectivement, toutes les plateformes, hein, que ce soit du Salesloft ou Outreach, toutes te le disent, hein, plus tu vas personnaliser Ouais. ton approche, surtout les premiers emails, les premiers LinkedIn, Mmh. plus tu as de chances d'avoir Ouais, un taux de contact et de réponse plus élevé. c'est ça. Et tu mentionnais donc cette veille concurrentielle et cette écoute client. Tu as des pratiques que tu mets en place justement pour savoir, OK, là, ce que j'ai développé, ça a du sens, ou au contraire, là, les Américains, ils sont en train de développer une fonctionnalité qu'on n'a pas. Comment est-ce que tu faisais ça, en fait, de ton côté? Bah, déjà, de base, à peu près les tendances de marché, c'est que les US ont toujours à peu près 5 ans d'avance sur le reste du Règle de continent. base, ouais. Donc, bah, nous, on mène une veille permanente. On a des robots aussi qui vont aller détecter en fait des noms de compétiteurs à l'étranger pour voir un peu les articles qui vont pouvoir sortir. On va suivre les tendances aussi sur les plateformes type G2, Capterra et autres pour voir un peu les avis sur les différents softwares, voir un peu évoluer en fait les mappings des boîtes. On suit Mhm. aussi tous les blogs des fonds d'investissement américains, que ce soit Sequoia, etc., qui sortent des mappings des boîtes intéressants des différents sujets. Nous, on suit forcément je dirais le marché de l'AI générative puisque ben, on en fait à présent Plein partie. dedans. Ouais. On est vraiment en plein dedans. Et donc ça, c'est un peu ces pratiques-là. On essaye d'avoir aussi, en fait, en interne, dans nos Notion, un suivi vraiment des compétiteurs avec qui ils ont levé des fonds, quels sont leurs clients, quels sont leurs modèles de... Enfin, rien, je réinvente pas la roue, hein, mais en tout cas, on essaie d'être en veille permanente et que ça soit moi en tant que CEO et cofondateur, que ce soit mon associé aussi, plutôt sur la partie tech, mais on a Mhm. aussi un product manager. Et ensuite, on suit tous ces tendances et on a aussi tout un système de bonnes pratiques en interne sur Slack où en fait on s'envoie la veille concurrentielle, qui a sorti tel truc à tel endroit. Et il y a un truc qui est hyper important d'ailleurs, et je tiens à le souligner, c'est que grâce à cette veille aussi technologique qu'on fait, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de se positionner et de faire l'acquisition de la technologie MyProfilia, qui est une technologie d'analyse de personnalité. Donc on vient d'annoncer, je dirais, il y a déjà à peu près une semaine, le rachat de cette technologie. Il y a 3-4 Super boîtes dans le nouvelle, monde ouais. qui font ça. Donc c'est une super nouvelle. Et en fait, c'est grâce à cette veille. En fait, moi, grâce à cette veille, j'ai détecté cette boîte. J'ai échangé avec le fondateur. On a d'abord parlé pendant plusieurs mois de mettre en place un partenariat stratégique. Et finalement, on a décidé avec nos investisseurs de se positionner pour le Racheter. rachat de la solution. Donc voilà. Donc comme quoi, c'est hyper important parce que nous, ça vient vraiment compléter en fait notre produit, ça vient renforcer notre positionnement et c'est hyper important en fait d'être à l'écoute de son marché, quoi. Non, non, et c'est super parce que du coup, c'est bien structuré parce que tu multiplies les sources où tu cherches cette information et j'imagine que tu scrapes avec tes propres outils justement pour récupérer cette data. Non, aujourd'hui, on n'utilise pas forcément notre propre technologie. On n'a pas envie non plus de l'utiliser sur un use case qui n'est pas forcément celui du use case sales, mais malgré Business, tout, on ouais. pourrait le faire si on le voulait, hein. Parce qu'on a développé aussi tout ce système d'analyse des informations clés autour d'entreprises cibles, de détection en fait de signaux, etc. Donc on pourrait se servir d'une manière détournée de notre technologie pour savoir que tel compétiteur US vient de faire une grosse levée de fonds, vient de nommer tel nouvel advisor, etc. Mhm. Malgré tout, on est en capacité de le faire aussi par d'autres moyens. Mais voilà, ouais, ouais, c'est un point qui est hyper important en fait de se tenir vraiment en phase avec le marché, surtout quand on veut être dans une démarche où on veut lever des fonds, on veut convaincre des investisseurs, etc. En fait, il faut montrer aussi la direction qu'on prend, les Ouais. éléments de différenciation par rapport au marché. Si c'est pour faire la énième même boîte il y a déjà 50 boîtes qui font ça en Europe ou dans le monde, aujourd'hui, c'est pas ça qui va intéresser les investisseurs, en fait, clairement. Donc après, une fois de plus, c'est pas l'objectif, c'est pas de dire tout le monde doit faire des startups et avoir un énorme élément de différenciation au niveau de l'innovation. Malgré tout, si on veut rentrer dans ce jeu-là, en fait, on est obligé d'avoir cette démarche. Super, c'est très clair. Merci à toi Thibaut pour ton temps Merci, Hugo. et ben, on vous souhaite le meilleur pour la suite du coup. Carrément. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut.